I'm sorry I don't have enough time to translate my paper in English, but I will speak French. But you have on the last side an English abstract of the paper. It's a little help. Alors mon propos concerne ce que j'appelle, je vais justifier cette appellation, le paradoxe de Kelsen, et je vais essayer de montrer que une approche institutionnelle peut permettre de donner à ce paradoxe des éléments de solution plus satisfaisants que ceux que Kelsen lui-même a donnés. L'idée directrice, vous avez le texte, de la théorie pure du droit est que les normes, et en particulier les normes juridiques, constituent un système autonome dont les éléments, les normes, sont dotés de propriétés ontologiques distinctes. Ces éléments appartiennent en effet à la sphère du Sollen, devoir être. En outre, cette sphère comporte un régime épistémologique spécifique, celui de l'imputation, Zurechnung, qui définit la structure fondamentale des propositions déontiques. Si A, alors B doit être. Selon Kelsen, l'imputation, Zurechnung, est au domaine des normes ce que la relation de causalité, si A, alors B, est à l'ordre des faits ou de l'être. L'autonomie de l'ordre juridique se justifie donc par la stricte séparation ontologique du Sein et du Sollen, de l'être et du devoir-être, qui est chez Kelsen un postulat. Je cite cette formule: la différence entre Sein et Sollen ne peut pas être expliquée davantage, elle est donnée à notre conscience de façon immédiate. Certes, Kelsen ajoute qu'il ne s'agit pas de deux mondes absolument séparés. En effet, énoncer une norme, l'énonciation d'une norme implique effectivement un effort ou une intention, qui n'est pas forcément suivie des faits, de transformer ce qui est conformément à ce qui doit être. Mais, toujours en suivant Kelsen, ce serait une illusion, comme Hume l'a expliqué, de croire qu'il puisse y avoir une relation de causalité ou d'influence de l'un sur l'autre. Entre ce qui doit être, le normatif, et ce qui est, le factuel, il y a peut-être, dit Kelsen, similitude, une similitude qui nous permet de dire qu'une conduite est conforme à une norme ou, au contraire, qu'elle enfreint cette norme, mais il ne saurait y avoir identité. Par conséquent, une science des normes, et en particulier la science du droit, doit pouvoir rendre compte de l'organisation et du fonctionnement de l'ordre des normes sans avoir à aucun moment à faire intervenir des éléments externes à cet ordre, et notamment des éléments naturels relevant du régime de la causalité et appartenant à la sphère ontologique de l'être. La théorie pure du droit repose donc sur le principe de l'autonomie de l'ordre juridique positif. Elle se distingue ainsi des théories exotériques qui appréhendent le droit comme un fait social et non pas comme une configuration normative. Je saute une dizaine de lignes. Que les normes soient aussi des faits sociaux, que leur adoption et leur mode de fonctionnement comportent de ce fait des régularités analysables et répondent ainsi à des critères de normalité, je fais la différence entre normativité et normalité, c'est certain.
mais ceci ne rend pas compte de leur validité normative. Donc, entre l'être social des normes, leur factualité, et leur statut normatif, leur validité, il y a un abîme. Je rappelle que le titre du livre de Habermas sur le droit joue précisément sur Faktizität und Geltung, sur cette différence entre l'ordre de la factualité et l'ordre de la validité. Il y a un abîme entre les deux, et c'est cet abîme que mesure ce qu'on appelle, à tort, la loi de Hume, de l'être au devoir-être, ou du devoir-être à l'être. La conséquence n'est pas bonne, on ne peut pas passer de l'un à l'autre. Ce qui nous conduit au cœur de la théorie pure du droit, à savoir la théorie de la validité normative. D'après la théorie pure du droit, la validité d'une norme est, je cite Kelsen, son mode d'existence spécifique. La validité signifie que l'état de choses dont la norme prescrit ou interdit la réalisation doit être qu'il est, comme dit Kelsen, qui recourt à quelque chose d'inhabituel, la forme participiale d'un auxiliaire de mode, gesollt. Je ne crois pas qu'on dise beaucoup cela en allemand, c'est un peu bizarre, non? Sagt man das? Ja, kann man. Aber Kelsen le dit intentionnellement pour signaler en quelque sorte l'objectivité du devoir-être, die Norm ist gesollt. Et il met des guillemets. La validité, on l'a dit, est aux objets qui doivent être ce que l'existence est aux objets qui sont. Or, le principe ontologique de la coupure entre Sollen et Sein et le principe épistémologique de l'irréductibilité des propositions normatives, des Sollsätze, ou propositions descriptives, qui sont des Seinssätze, exclut que le fondement de validité ou de l'existence, entre guillemets, d'une norme puisse résider dans un élément d'ordre factuel, y compris, précise Kelsen, dans l'acte de volonté qui est la cause motrice de la norme. Le fondement de la validité d'une norme, par exemple d'une loi, ce n'est pas la volonté du législateur. La volonté du législateur n'est que la cause motrice, vocabulaire aristotélicien, de la norme. En réalité, le fondement de validité d'une loi, c'est la Constitution, et non pas la volonté du législateur, qui est seulement l'événement qui porte à l'existence ou à la validité la norme. Ainsi, le fondement de validité d'une norme ne peut être qu'une autre norme, ça c'est un grand thème kelsénien. La validité de celle-ci a son fondement dans une autre norme, dont la validité a son fondement dans une autre, jusqu'à ce qu'on décide qu'on est parvenu au fondement ultime de validité de toutes les autres normes, la fameuse Grundnorm, la norme fondamentale. Alors, je viens maintenant au point délicat de l'argumentation de Kelsen qui donne naissance à ce que je considère comme un paradoxe. Il s'agit du rapport entre la validité normative, Geltung, et l'efficacité, Wirksamkeit, efficiency, des normes. D'après Kelsen lui-même, la validité d'une norme, c'est son être de norme. Une norme et norme valide sont deux expressions qui disent la même chose. Une norme non valide, c'est un non-sens. Donc, la validité d'une norme et son être de norme, son être gesollt. L'efficacité, quant à elle, est, dit Kelsen, un fait d'être, Seinstatsache, fait d'être que la norme est effectivement appliquée et suivie. Donc, dans la perspective dualiste, qui est celle de Kelsen, Sein, Soll, efficacité et validité sont ontologiquement et épistémologiquement indépendantes. Ontologiquement, puisque leur modalité ontique, si je puis dire, est différente. Dans un cas, c'est l'être, pour l'efficacité, pour la factualité. Dans l'autre, c'est le Gesollt sein, excusez ce barbarisme, mais c'est du Kelsen, c'est pas moi.
le Gesolltsein, l'être dû de la norme. Épistémologiquement également, les deux s'opposent, puisque l'une, la factualité, obéit au régime de la causalité, et l'autre au régime de l'imputation. Si A, alors B doit être. Pourtant, et c'est là qu'il va y avoir paradoxe, Kelsen admet, parce que comme juriste il est astreint à une certaine forme de réalisme, il admet qu'il doit y avoir, je cite, une certaine corrélation entre validité et efficacité. Alors, cette thèse qu'il doit y avoir une certaine corrélation, dans les textes anglais il dit by and large, ça reste assez vague, mais une certaine corrélation entre validité et efficacité crée une difficulté dont Kelsen est d'ailleurs tout à fait conscient, puisqu'il dit que c'est un des problèmes les plus difficiles qu'une théorie positiviste du droit doit résoudre. En effet, cette thèse réintroduit entre la sphère du Sein et celle du Sollen un lien dont par ailleurs Kelsen, suivant Hume, dit qu'il est inconcevable. Pourquoi Kelsen alors accepte-t-il de se mettre en pleine conscience en difficulté? Sans doute en raison du positivisme qu'il revendique. Kelsen explique qu'une théorie positiviste du droit doit, je cite, trouver la voie moyenne entre deux positions extrêmes qui sont l'une et l'autre insoutenables. La première est celle qui nie l'existence de tout rapport entre validité et efficacité. Cette position, Kelsen la nomme idéaliste. Et l'autre, celle qui réduit la validité à l'efficacité, et il nomme cette position la position réaliste. Pour un positiviste qui, comme Georg Jelinek, est respectueux de ce que Jelinek appelait, c'est une expression célèbre, die normative Kraft des Faktischen, la force normative du factuel, une norme, indépendamment de tout contexte d'effectuation et de toute effectuation, ne saurait être pleinement valide. Une norme qui n'est pas appliquée n'est pas vraiment une norme pour un positiviste. Mais, de l'autre côté, le fait, c'est un fait, qu'une règle ou une norme soit observée majoritairement, voire unanimement, ne prouve pas sa validité en tant que règle. Réduire la validité à l'efficacité serait confondre la normativité et la normalité, et ça reviendrait à négliger la différence fondamentale entre Sollen et Sein. Alors, la voie moyenne de Kelsen, qu'il présente à l'aide d'un vocabulaire qu'il emprunte à la scolastique médiévale, consiste à affirmer que l'efficacité, Wirksamkeit, est la conditio sine qua non de la validité. Ça veut dire qu'une norme dépourvue de toute efficacité, une norme que personne n'observerait, ne serait pas une véritable norme, mais que, inversement, la validité normative est la conditio per quam de la normativité, puisque seule une norme peut instituer une norme. Malgré cette distinction entre conditio per quam et conditio sine qua non, et malgré les exemples que donne Kelsen pour illustrer cette distinction, donne comme exemple, par exemple, pour un être vivant, la nourriture est une conditio sine qua non, parce que s'il ne mange pas, il va mourir, mais elle n'est pas conditio per quam, car ce n'est pas la nourriture qui a donné naissance à l'être vivant. Donc, la conditio per quam, ce sont les géniteurs, dans le cas de la reproduction sexuée, mais la nourriture est conditio sine qua non. Voilà un des exemples que donne Kelsen pour illustrer cette distinction. Bon, la difficulté subsiste néanmoins, et Kelsen en est conscient, puisqu'il maintient par ailleurs cette séparation stricte entre la sphère du devoir être, du Sollen, et celle du Sein.
Et d'ailleurs, il souligne cette distinction en parlant d'un côté de Sollgeltung et de l'autre de Seinswirksamkeit, pour souligner en quelque sorte l'écart entre les deux sphères. Alors, Kelsen ajoute une précision intéressante. Il dit que, certes, l'efficacité conditionne la validité, mais que ce n'est pas l'efficacité de chaque norme individuelle qui conditionne sa validité. Il est évident, dit-il, que ce n'est pas parce qu'un automobiliste a brûlé un feu rouge que la règle « il faut s'arrêter au feu rouge » cesse d'être valable. Mais ce qui conditionne la validité d'une règle, par exemple, un automobiliste doit s'arrêter au feu rouge, c'est, dit-il, l'efficacité globale de l'ordre juridique dans son ensemble. Donc, c'est l'efficacité de l'ordre normatif dans sa totalité, par exemple du système juridique qui est le nôtre, qui conditionne la validité de chaque norme individuelle composant ce système de normes. Et en dernière instance, Kelsen en vient à inclure ce facteur de l'efficacité dans la norme fondamentale. C'est son deuxième argument en faveur, pour résoudre le paradoxe, je cite, « C'est la norme fondamentale elle-même qui érige l'efficacité en condition de la validité. » Ce qui, à mon avis, ne fait que repousser la difficulté. Alors, non, je ne saute pas tout de suite. J'hésite entre le souhait de vous libérer de la torture que je vous impose et le souhait de poursuivre mon argumentation. Vas-y avec la torture. On trouve ici, bon, d'accord, la confirmation. Ah oui, c'est un spécialiste qui parle de l'aveu, etc. On trouve ici la confirmation de ce que la Grundnorm, qui est l'apport le plus célèbre de Kelsen à la théorie du droit, est bien la pierre angulaire de toute sa construction. Or, ce concept de norme fondamentale a, dans la théorie pure kelsenienne, une double fonction, à la fois logique et épistémologique. Sur le plan logique, la Grundnorm satisfait au principe aristotélicien Anankestenai, il faut bien s'arrêter. Donc ça permet d'éviter le regressus ad infinitum. Il faut supposer que la pyramide des normes comporte ce que les logiciens appellent une clause de fermeture. La norme fondamentale est, en dernière instance, ce qui permet d'identifier en tant que telle une norme comme faisant partie du système normatif en question. Autrement dit, ça c'est une observation que je fais moi, la norme fondamentale a, chez Kelsen, une fonction analogue à celle de la rule of recognition, de la règle de reconnaissance, chez Herbert Hart, puisqu'elle permet de résoudre, comme la règle de reconnaissance chez Hart, le problème de l'incertitude. Cette norme est-elle ou non valide ? C'est-à-dire, en fin de compte, cette norme est-elle ou non une norme ? Car demander si une norme est valide, c'est demander si elle est une norme. Sur le plan épistémologique ensuite, la norme fondamentale est un principe contrefactuel qui signifie en l'occurrence tout se passe comme si le système normatif dans son entier dérivait d'une seule et même origine qu'il faut considérer comme donnée. J'apporterai des précisions tout à l'heure, et notamment une précision qui me paraît importante sur la différence qu'on ne mentionne pas en général, mais qui à mon avis est nécessaire, entre la norme fondamentale et la norme originaire, qui n'est pas la même chose. En tout cas, dans la deuxième édition de la théorie Reine Rechtslehre, en 1960 donc, Kelsen présente la norme fondamentale comme, je cite, eine logisch transzendental logische Voraussetzung, une présupposition logico-transcendantale.
Son choix, dit-il, ne résulte pas d'une décision arbitraire. Au contraire, seule cette Voraussetzung, seule cette présupposition permet de fonder la validité d'un ordre juridique positif, dans la mesure où, dit-il, sa propre validité objective, celle de la Grundnorm, ne peut plus être mise en question. Donc la Grundnorm, dans la construction kelsenienne, est un principe formel ou procédural, et non pas, elle n'a pas un contenu déterminé, précis. Elle est seulement, dit Kelsen, le point de départ d'une procédure. Et elle a, je cite de nouveau, un caractère essentiellement formel et dynamique. C'est d'ailleurs la raison, enfin c'est ce qui permet de comprendre, c'est quelque chose qui a beaucoup étonné les commentateurs, les spécialistes, c'est que Kelsen a beaucoup changé d'avis au cours de sa carrière sur, en quelque sorte, l'identité de la Grundnorm. Il a pu, au gré de son champ d'études, l'identifier successivement à la première constitution, à la charte fondatrice de l'ordre juridique international, celle des Nations Unies, voire à la constitution à venir d'un futur État mondial qui serait la norme fondamentale de toutes les autres constitutions. En réalité, cela n'a pas tellement d'importance, puisque l'important, ce n'est pas le contenu matériel de la norme fondamentale. En réalité, je crois qu'on peut dire qu'elle n'en a pas. Mais, si l'on veut, sa fonction logique. Dans la perspective de ce que Kelsen appelle une conception dynamique et non pas statique de l'ordre juridique, la Grundnorm est, selon l'expression qu'il a employée, qui me paraît tout à fait exacte pour qualifier sa conception, le point de départ d'une procédure. Autrement dit, elle n'a pas de contenu, elle est simplement le point de départ d'une procédure. On ne peut pas mieux dire que lui. La formulation la plus générale de la Grundnorm pourrait être quelque chose comme ce qui suit. Les normes du système S sont valides, donc on doit s'y conformer. C'est une validation globale de l'ensemble des normes appartenant à un système donné. Par conséquent, la norme fondamentale est non seulement une clause de fermeture, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est aussi un principe syntaxique de base qui donne la règle de formation, procédure, des normes bien formées, qui sont celles qui sont valides à l'intérieur d'un système de données. J'ai employé à dessein un vocabulaire que j'emprunte au logicien, sans être moi-même un logicien très expert. On voit ainsi que la norme fondamentale est un énoncé métanormatif. Tout comme les règles de formation et de transformation d'un système formel doivent être décrites dans une métalangue, la norme fondamentale n'appartient pas et ne peut pas faire partie du système qu'elle fonde. Pour autant, elle ne lui est pas totalement extérieure, comme si elle appartenait à un autre système. Il est clair que pour Kelsen, un tel énoncé est nécessaire pour assurer ce que, dans le langage de Luhmann, on appellerait la clôture opérationnelle, opérative Schließung, du système juridique. Alors, je vais maintenant faire une critique de la solution, ou plutôt de la double solution des deux arguments proposés par Kelsen pour résoudre le paradoxe. Donc je décompose les deux arguments que contient, à mon avis, son argumentation. Premier argument, c'est la distinction entre conditio sine qua non et conditio per quam. L'efficacité n'est pas la conditio per quam de la validité, mais elle est sa conditio sine qua non. Mais, précise Kelsen, je l'ai dit, cette condition ne s'applique pas à chaque norme individuellement, mais au système normatif global. Donc si on formalise un peu les choses, on dira que pour qu'une norme N1 qui appartient à un système soit valide et en vigueur, il faut deux conditions.
Premièrement, il faut que la validité de N1 soit établie, fondée par une norme N2, qui elle-même, dont la validité est elle-même fondée par une norme N3, etc., etc., jusqu'à ce qu'on parvienne à une norme que j'appellerais N0, qui est, par hypothèse logico-transcendantale, comme dit Kelsen, la norme première, la norme originelle du système. Par exemple, dit Kelsen, la première constitution. Nous vivons dans un système constitutionnel qui lui-même résulte de la transformation d'une autre constitution, etc., etc., jusqu'à ce qu'on remonte par construction intellectuelle à la première constitution, celle de la République romaine ou quelque chose comme ça. Mais je précise, et c'est un point important à mon avis, qu'il ne faut pas confondre la norme originelle, que j'appelle N0, et la norme fondamentale, que j'appelle N indice F, NF. En effet, c'est la norme fondamentale NF qui institue elle-même la norme première ou originaire N0. Par exemple, on dira dans le cadre d'un ordre juridique national que N0, c'est la Constitution ou la Constitution des origines, la première Constitution dans l'ordre historique, alors que NF est seulement une norme formelle qui prescrit qu'on doit se conformer à la Constitution et aux normes qui découlent de la Constitution, lois, etc. Ça, c'est ce que j'appelle la première condition de la validité normative. Deuxième condition, C2, il faut, et c'est là qu'intervient le paradoxe, parce qu'il y a, à mon avis, un problème de compatibilité entre la condition C1 et la condition C2. Deuxième condition, C2, il faut le système dont les normes N1, N2, etc., ont leur validité ultimement fondée par N0 conformément à NF, ça c'est la première condition, il faut que ce système soit, en gros, by and large, efficace, c'est-à-dire en vigueur, en allemand geltend, et pas seulement valide, gültig. Geltend, ça introduit une condition supplémentaire par rapport à gültig, à savoir précisément cette effectivité. Or, ma critique, c'est que je ne vois pas en quoi la deuxième condition, C2, doit s'adjoindre à la première. On comprend bien que l'efficacité globale du système juridique, le fait que ce système soit en vigueur, ce n'est pas celui d'une autre société, c'est le nôtre, on comprend bien que cette efficacité globale conditionne l'efficacité de chaque norme particulière, c'est parce que notre système juridique est geltend, que chacune des normes de ce système doit être observée, et en gros, l'est, mais je ne vois pas en quoi cela conditionne la validité de ces normes. S'il est vrai, en tout cas, si on respecte la définition de Kelsen, qui est, je le rappelle, c'est fondamental, que la validité d'une norme ne peut être instituée que par une autre norme. Autrement dit, le paradoxe, à mon avis, vient de ce que Kelsen introduit avec la condition C2, un élément qui contredit à la séparation entre sein et sollen, que par ailleurs, la séparation ontologique, que par ailleurs, il affirme être indépassable, sauf à tomber sauf à contredire à la loi de Hume. Donc, voilà ce qui me paraît constituer une contradiction. Alors, on comprend mieux le sens de l'argument de Kelsen en examinant les deux positions qu'il rejette, les deux positions extrêmes
qu'il rejette comme étant, dit-il, unhaltbar, insoutenable, impossible à soutenir. C'est les deux positions qu'il appelle réalistes, réduction de la validité à l'efficacité, et idéaliste, autonomie complète de la validité par rapport à l'efficacité. En quoi ces deux positions sont-elles insoutenables? Unhaltbar, le terme est fort. Elles ne le sont en réalité que si on accepte les présuppositions logiques et ontologiques de Kelsen. Mais on peut aussi voir les choses autrement. Il se trouve que les deux positions unhaltbar, insoutenables de Kelsen ont été effectivement soutenues avec des arguments qui méritent d'être pris en considération. La position que Kelsen appelle idéaliste, il ne donne pas d'exemple. Eh bien, ça correspond à une théorie déontologique rigoureuse dont, me semble-t-il, Kant offre un très bon exemple. Pour Kant, qui est un normativiste conséquent, alors que je crois que Kelsen est un normativiste inconséquent, pour Kant, la validité de la loi morale, et par conséquent aussi des normes juridiques, est complètement indépendante du fait qu'il existe des actes se conformant effectivement à la loi morale. Kant écrit dans la Grundlegung der Metaphysik des Sitten, peut-être n'y a-t-il jamais eu un seul acte libre dans le monde. Mais ça ne change rien à la validité du principe de l'autonomie rationnelle. Ça montre seulement, et c'est là ce que j'appelle un normativisme conséquent, qu'entre la sphère du Sollen et la sphère du Sein, il n'y a véritablement pas de contact. Peut-être qu'aucun acte ne s'est jamais conformé au principe du devoir, mais ça ne change rien à la validité du principe du devoir. Voilà pour ce qui est d'une version conséquente de ce que Kelsen appelle l'idéalisme. Un normativisme radical, disons. Kelsen est plus précis à propos de l'autre position insoutenable, la position qu'il appelle réaliste, parce qu'il sait que cette position, elle est adoptée par un courant très important, majoritaire même, de la science juridique du XXe siècle. Précisément ce qui s'appelle legal realism, le réalisme juridique. Dans la théorie générale, General Theory of Law and State, Kelsen critique la formule bien connue d'Oliver Wendell Holmes, précurseur de ce qu'on appelle le réalisme américain. J'entends par droit une prédiction sur ce que les tribunaux feront, en fait, et rien de plus prétentieux que cela. Cette affirmation, explique Kelsen, cette affirmation d'Oliver Holmes, du Justice Holmes, du grand juge qui était Oliver Holmes, du grand juge de la Cour suprême, cette affirmation repose sur une confusion sociologisante entre la validité et la factualité. La critique que fait Kelsen correspond donc à un point de vue normativiste conséquent qui ne correspond pas d'ailleurs à la position que finalement Kelsen soutient lui-même, la position médiane, comme il dit. Dans la théorie pure du droit, il consacre une très longue note, elle fait plusieurs pages, à critiquer à travers Alf Ross la variante dite scandinave du réalisme juridique. Elle repose, dit-il, sur une interprétation de la validité en termes de croyance à la légitimité de l'autorité instituant les normes. Je crois à la légitimité du législateur, donc je considère que les actes de ce législateur, les lois, sont valides. Or, là encore, dit Kelsen, on a une réduction de la validité normative à un fait d'être psychologique, en l'occurrence la croyance, ce qui revient, dit-il, à éliminer la notion exacte de la validité. Pour conclure, sur ce point, malheureusement je n'ai pas terminé, le premier argument de Kant pour répondre au paradoxe de l'interférence ne me paraît pas concluant. Il introduit même
ce premier argument, une incertitude par rapport à la position normativiste conséquente qui sous-tend la distinction que Kelsen fait entre validité et efficacité. Je résume, si la validité est définie comme Kelsen l'a définie, et ça correspond à ce que j'ai appelé C1, alors il n'y a pas de raison de faire de l'efficacité la condition C2, même extrinsèque, de la validité. Le deuxième argument de Kelsen, et je ne crois pas concluant non plus, consiste à dire, je l'ai déjà cité, que c'est la Grundnorm elle-même qui fait de l'efficacité, de la Wirksamkeit, une condition de la validité. Selon moi, cette affirmation ne concorde pas avec la proposition, la thèse de Kelsen, selon laquelle la Grundnorm n'est pas autre chose que le point de départ d'une procédure. Si la norme fondamentale a, comme le dit Kelsen, un caractère simplement formel ou procédural, elle ne peut rien nous dire des conditions matérielles de la validité normative. La norme fondamentale NF stipule que N0 et toutes les normes, N0 c'est la première norme, par exemple la première constitution historique, que N0 et toutes les normes N1, N2, etc., qui dérivent d'elle et forment avec elle le système S, sont valides. NF, la norme fondamentale, valide globalement toutes les normes du système. Si au contraire, on considère, comme le fait Kelsen, que NF stipulerait que N0 et toutes les normes du système sont valides sous la condition que S soit globalement efficace, alors on ne se situe plus dans le cadre d'une conception strictement procédurale des systèmes normatifs, mais dans le cadre d'une conception mixte, qui mélange, en quelque sorte, les éléments purement normatifs concernant la validité et les éléments factuels concernant l'efficacité. Alors sans doute, Kelsen ne prétend pas que cette condition extrinsèque de l'efficacité globale constitue le contenu de la norme fondamentale, elle conserve un caractère formel ou procédural, mais il considère néanmoins que cette condition extrinsèque est nécessairement associée à la définition de la validité normative. De la sorte, Kelsen fait un fait d'être, d'une Seinstatsache, un élément constitutif de la validité normative, ce qui me semble strictement contradictoire avec la conception qu'il développe par ailleurs de la validité normative. Bon, je résume très rapidement ma critique, elle est simple au fond. Je considère qu'en intégrant l'efficacité à titre de condition extrinsèque dans sa définition de la validité des normes, Kelsen contrevient à son axiome de la séparation ontologique entre devoir-être et être. Et donc, si on veut résoudre cette difficulté, il faut ou bien adopter un point de vue, un des deux points de vue que Kelsen rejette, le point de vue idéaliste Kant, ou bien le point de vue réaliste, Jelinek, ou bien réduire totalement la validité à l'efficacité, point de vue réaliste, ou bien au contraire considérer que l'efficacité n'a strictement aucune incidence sur la validité. Ou alors, et j'en viens à la troisième partie, il faut mettre en question la séparation entre sollen et sein, c'est-à-dire s'inscrire dans une autre perspective. C'est ce que, selon moi, une approche institutionnelle du droit permet peut-être de faire. Une institution, en effet, peut être organisée, mais pas forcément, par des règles explicites, des statuts ou, dans le vocabulaire de John Searle, des règles régulatrices,
Elle peut aussi éventuellement posséder certaines caractéristiques qu'on attribue normalement aux individus, comme la personnalité ou la volonté, de sorte que sous certaines conditions, une institution peut disposer d'une quasi-individualité. C'est ce qui a conduit Maurice Horiou, dont il a été question tout à l'heure, à distinguer, qui est donc un des précurseurs de l'institutionnalisme moderne, à distinguer entre ce qu'il appelle les institutions choses, les institutions sans personnalité, comme la monnaie ou la propriété, ce que Savigny appelait les Rechtsinstitute, et d'autre part les institutions personnes, les institutions dotées d'une personnalité, comme le syndicat, l'Église, l'administration. Et très souvent, quand on parle d'institutions, on pense seulement aux administrations personnes, et on ne pense pas aux administrations choses, qui sont pourtant, je dirais, le gros morceau du contexte institutionnel dans lequel nous vivons. Ces institutions qui conditionnent notre agir social, mais qui n'ont pas de personnalité. Enfin, on conviendra que l'origine d'une institution ne peut pas être un événement naturel, brute fact, dans le vocabulaire d'Anscombe repris par Searle, mais une règle constitutive, une status function declaration, comme dit Searle, ou encore, comme dit McCormick, enfin, un des grands théoriciens institutionnalistes du droit, une règle institutive. Cette règle est de nature sociale et le plus souvent, mais pas toujours, de forme linguistique. Différentes propriétés des faits institutionnels doivent être soulignées. Premièrement, et c'est un point qui compte si on est à la recherche, comme moi, d'une solution de ce que j'ai appelé le paradoxe de Kelsen, les institutions ont une vocation normative. Elles ont pour fonction, et souvent pour raison d'être, en tout cas elles ont pour effet de prescrire, d'interdire, d'autoriser des classes d'actions qui seront considérées comme bonnes, néfastes ou acceptables dans le contexte de l'institution en question. Les institutions, donc, génèrent du Sollen, du devoir-être, des obligations, des règles explicites ou ce qu'on appelle des normes informelles qui régulent notre comportement sans avoir besoin d'une formulation explicite. Deuxièmement, les institutions, ça a été souligné par l'exposé de M. Seifert ce matin, s'organisent autour d'une idée directrice que Horiou définit comme l'idée de l'œuvre à réaliser dans un groupement social. Par exemple, Horiou donne l'exemple dit l'institution qui est l'administration s'organise par rapport à une idée directrice qui est celle de service public. Sans l'idée de service public, l'institution administration est en grande partie privée de sens. Et cette idée, ajoute Horiou, a une nature objective. Elle possède une existence per se et elle constitue, dit-il, l'individualité objective de l'institution. Il y a là un motif qu'on peut faire remonter notamment à Hegel, cette idée, et au concept hegelien d'esprit objectif. Comme le dit Durkheim à propos du fait social, qui bien sûr, tous les faits sociaux au sens de Durkheim sont des faits institutionnels, comme le dit Durkheim à propos du fait social, l'idée directrice des institutions est, je cite la fameuse définition du fait social, générale dans l'étendue d'une société donnée, tout en ayant une existence propre, indépendante de ses manifestations individuelles. Troisième propriété, enfin, des institutions, la durabilité. Pas enfin, d'ailleurs, il y en a une quatrième. L'origine des institutions se perd souvent dans la nuit des temps et dans les sociétés traditionnelles, elle s'énonce dans le langage de la mythologie et dans des rituels qui sacralisent les institutions qui sont porteuses de notre identité. Quatrièmement, enfin, les actes qui se produisent dans le cadre d'une institution sont fortement ritualisés
ce sont, comme dit Oriou, des opérations à procédure. Cette procéduralisation se substitue à la fiction selon laquelle, derrière tout acte, et notamment derrière tout acte collectif, il y aurait forcément une volonté ou une intention. Je renvoie pour ça au livre classique d'Elisabeth Anscombe sur l'intention, qui montre à quel point cette idée selon laquelle il n'y a d'acte que par rapport à une intention est contestable. Alors, en quoi maintenant, j'ai bientôt fini, l'adoption d'une perspective d'un point de vue institutionnel peut aider à résoudre le paradoxe de Kelsen? Principalement, je ne suis pas absolument sûr de ce que j'avance, disons que ce sont des hypothèses, principalement parce que la perspective institutionnelle, telle que je la conçois, permet d'écarter le dualisme ontologique, Sein, Sollen, dont le paradoxe résulte. En effet, les institutions, et c'est un point, à mon avis, que Searle lui-même, que je suis ici globalement, ne souligne pas suffisamment. Car, on peut en discuter, mais il me semble que ce que Searle appelle une ontologie élargie demeure fondamentalement une ontologie moniste. Mais bon, il me semble, en dépit de Searle, que les institutions forment un niveau de réalité, si on peut dire, ou une région ontologique, qui est distinct du monde des brute facts, ou des événements naturels. Une institution, c'est autre chose qu'un atome d'hélium ou qu'une éclipse de soleil. Ce sont des exemples qu'on peut prendre pour les fameux brute facts, mais qui est distincte aussi des réalités artificielles qui sont produites par des arrangements humains concertés ou par des techniques qui transforment des éléments naturels. Une institution, c'est autre chose qu'un moteur diesel, qui pourtant résulte d'un arrangement, ou qu'un pied de maïs transgénique. Dans les deux cas, on a affaire à des produits de l'activité humaine, mais à autre chose qu'à des institutions. D'ailleurs, il faudrait nuancer, parce que si on suit la définition que Searle donne des institutional facts, à la limite, je ne vois plus ce qui n'est pas, ce qui pourrait ne pas être un institutional fact. C'est le sens d'une question, d'une remarque de Pierre Livet ce matin. Qu'est-ce qui n'est pas une institution? Dans la perspective de Searle, on peut se le demander. Par exemple, un moteur, c'est un fait institutionnel. Parce qu'un moteur, ce n'est pas simplement une combinaison d'atomes, c'est aussi quelque chose qui est porteur, qui obtiennent, fût-ce d'ailleurs de manière captieuse, au prix d'une tromperie, d'une ruse de la raison, bien sûr. Les institutions qui obtiennent l'adhésion des agents individuels ou collectifs constituent une quasi-nature, une seconde nature, disait Hegel après Aristote, qui entrecroisent de manière indissociable, et c'est ça qui me paraît intéressant dans cette perspective, le factuel et le normatif, le subjectif et l'objectif, et suscite, comme dit Bourdieu, la formation de dispositions durables et ajustées, d'habitus, qui permettent aux agents, j'emprunte cette formule à Bourdieu, que je trouve très pénétrante, je n'avais pas relu du Bourdieu depuis très longtemps, ça permet aux agents, dit-il, d'habiter les institutions. Comment pouvons-nous habiter les institutions? Grâce à des dispositifs qui sont eux-mêmes générés par les institutions. Donc, les faits institutionnels, au sens de Searle, ne sont ni de simples Sein, Tatsachen, ni de pures normes définies par leur simple Geltung, mais des structures complexes qui incorporent de manière interactive des éléments de réalité ou d'effectivité et des positions normatives qui n'ont de valeur que dans le contexte de l'institution en question. Si on emprunte à Searle, ce n'est qu'un exemple, mais je prends cet exemple, c'est commode, la formule générale des constitutive rules, celles qui sont créatrices d'une status function, X count as I in context C. C'est la formule que reprend sans arrêt Searle pour définir les faits institutionnels. Eh bien, on pourrait dire très grossièrement que
la première partie de la formule, x compte comme y, correspond à ce que j'ai plus haut nommé, ce que j'ai nommé plus haut chez Kelsen, la condition C1, la condition de la validité normative. En effet, cette formule, x compte comme y, énonce, excusez-moi, cette formule correspond chez Kelsen, oui, à la condition C1, puisqu'elle implique une série de conséquences normatives. Et en revanche, la deuxième partie, dans le contexte C, correspond à ce qui, chez Kelsen, ce que j'ai appelé, moi, la condition C2, la condition institutionnelle d'effectivité à laquelle est suspendu C1. Je vais donner un exemple qui clarifie les choses. C'est seulement dans un contexte institutionnel bien défini que, par exemple, un homme qui tue un autre homme compte comme un meurtrier ou compte comme un héroïque soldat, et qu'il doit par conséquent, ce sont les conséquences normatives, dans le premier cas être puni, le meurtrier doit être châtié, dans le deuxième cas, recevoir une décoration pour avoir accompli le même acte. Ce qui, dans la perspective dualiste de Kelsen, fait paradoxe, encore une fois, comment l'efficacité peut-elle être un facteur de la validité alors qu'elle relève d'un autre plan d'être, d'une autre région ontologique, ce paradoxe devient explicable dans l'ordre de la seconde nature institutionnelle, parce que dans une institution, l'être et le devoir-être sont inextricables, sont inséparables. Dans un contexte institutionnel défini, par exemple celui du mariage ou celui de la propriété, et aussi longtemps que cette institution reste efficace, en vigueur, le mariage peut disparaître ou être absolument généralisé, ce qui est en train de se faire. Certaines conséquences normatives, par exemple les règles du divorce ou celles de la vente, sont valides. De la même manière, il me semble qu'une conception institutionnelle du droit permet de répondre aux objections que j'ai soulevées tout à l'heure contre l'affirmation de Kelsen selon laquelle c'est la norme fondamentale elle-même qui fait de l'efficacité une condition de la validité. Si on reprend comme exemple la théorie de Searle, ce qui ne signifie pas qu'elle ne puisse pas être critiquée à d'autres points de vue, on peut remarquer que la formule générale des Status Function Declarations, encore une fois, c'est la formule magique de Searle, X compte comme X count as I in context T, que cette formule joue au fond chez Searle chez Searle un rôle analogue à celui qu'a la norme fondamentale, que j'ai appelée NF, dans la théorie kelsenienne, à savoir qu'elle crée une procédure d'institution de normes, dans le langage de Searle, des deontic powers, des pouvoirs déontiques, qui sont attribués à Y par cette règle constitutive. Et on pourrait ajouter que, en raison même de son caractère formel et universel, la norme fondamentale, la Grundnorm de Kelsen, correspond à ce que Searle nomme dans son dernier livre une standing, Making the Social World, une standing declaration. Mais parce que la prémisse ontologique de la théorie institutionnelle telle que je l'ai présentée est différente de celle de Kelsen, ici on n'a plus cette séparation stricte entre Sein et Sollen, eh bien, elle ne se heurte plus, il me semble, aux mêmes objections, puisque dès le départ, on a intégré les conditions d'effectivité, Wirksamkeitsbedingungen, on a intégré ces conditions d'effectivité ou d'efficacité dans le contexte C, dans la définition de l'institution et de sa configuration normative.
peut-être, et je conclus là-dessus, Kelsen aurait-il évité les difficultés qu'il a constamment rencontrées s'il avait conçu la norme fondamentale comme une simple règle de production, une règle institutive dans le vocabulaire de McCormick, de ces faits institutionnels que sont les normes. Voilà, excusez-moi encore d'avoir parlé en français.